Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé Nos frères les animaux, discussion sur la condition animale et le respect du vivant. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Louis-André Richard au sujet de son livre Amis des hommes, ruminations sur l'éthique animale. Professeur et docteur en philosophie, Louis-André Richard enseigne cette matière au Cégep de Sainte-Foy et à l'Université de Laval. Auteur de plusieurs ouvrages, conférencier, il excelle à faire valoir l'utilité de la réflexion philosophique dans différents débats sociaux. Il collabore depuis plusieurs années avec le Conseil canadien de protection des animaux et a été conférencier animé en Chine, à Beijing, dans le cadre du 3e congrès de l'Asian Federation of Laboratory Animal Science Association. Je suis désolée pour mon accent. Il a aussi été membre des comités d'éthique clinique et d'éthique de recherche de la maison Michel Sarrazin à Québec. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé en haut de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période de questions. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Amis des hommes en promotion aux participants et aux participantes du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client ainsi qu'à la boutique Bertrand Fouché Bélanger si vous êtes à Montréal ou à la boutique du Montmartre si vous êtes à Québec. Pour fêter l'ouverture de cette nouvelle saison, l'un ou l'une d'entre vous aura la chance de recevoir un exemplaire gratuit de l'ouvrage de M. Richard. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage au sort aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Bonjour, Louis-André. Bonjour à toutes et tous participants et participantes de ce webinaire. Nous sommes très heureux de partager cette conversation autour du livre de Louis-André et aussi autour de cette discussion, les animaux, nos amis, nos compagnons. Ce livre autour duquel on va discuter a plein d'inattendus. Alors, ma première question pour Louis-André. Louis-André, comment ce projet un peu eu lieu? Pourquoi? Et racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Bien, c'est le fruit d'un concours de circonstances assez singulier. Il y a quelques années, on m'a invité à prendre part à un comité d'éthique de soins des animaux dans une entreprise qui avait besoin d'utiliser des animaux pour mener à bien les recherches. Donc, c'est à travers ce biais que j'ai été amené à me questionner, puis surtout à essayer de répondre aux questions des vétérinaires, des médecins, des biologistes, des gens qui composent ces comités de protection des animaux, concernant le type de dignité, de statut que les animaux non humains, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le milieu de la recherche, quel genre de respect on leur doit. On posait même la question, est-ce que c'est moral de se servir d'animaux dans le cadre de la recherche? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Donc, ce genre de questions ont été soulevées à l'occasion de ce travail très concret. Et comme je suis professeur de philosophie, bien, ce sont des questions évidemment qui m'interrogeaient au premier plan. J'ai eu le goût de tenter d'y répondre. Ce livre-là est né de cette initiative. Ceci étant dit, j'ai voulu mener à bien ces réflexions en pensant au grand public, au public en général. Donc, j'ai trouvé un format en faisant des chapitres très courts, en mettant à partie, je dirais, des grandes œuvres de la littérature pour que ça ait un petit côté ludique, mais les grandes questions sont abordées de façon fondamentale. Et puis, ben, j'espère que ceux qui nous écoutent peut-être auront la bonne idée de lire, là, pourront avoir quelque chose qui va alimenter la réflexion, puisque le but, c'est d'alimenter la réflexion sur ces questions qui, à mon avis, à notre époque, sont très importantes.
Je pense que ce que vous dites est très vrai et je vais un peu rebondir ce que vous venez de dire. Quand on entend ces questions en général, on pense que ce sont les questions très sérieuses, un peu cérébrales, super intellectuelles, au-delà de préoccupations ou de capacités, disons, de commande mortelle, tandis que ce n'est pas le cas du tout. Et dès le début de votre réflexion, et j'aimerais bien que vous nous dites ça de vive voix, vous dites, je ne suis pas le philosophe dans cette réflexion. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui va être comme moraliste éthicien. Vous adoptez une posture bien particulière. En fait, la posture que chacun et chacune d'entre nous, dans quelque sorte, adopte en s'approchant de ces questions. Alors, dites-nous un peu sur cette posture. Comment on peut s'approcher de ces questions qui nous concernent dans nos relations avec des animaux? Oui, très bien. Alors, pour ce qui est de la posture elle-même, je me présente toujours, bien peu importe le contexte, comme un professeur de philosophie. En cela, je ne suis pas un éthicien, parce que je suis quelqu'un qui a été formé à la philosophie classique et qui, comme la philosophie classique le suggère, ben, fait de l'éthique, c'est-à-dire essaye d'éclairer toutes les questions qui concernent les choix et l'agir humain. Ceci étant dit, pour faire le lien avec la vie de tous les jours et les gens ordinaire, si je puis dire, bien, il s'agit d'aborder ces questions avec la spontanéité, la naïveté du passant. Moi, comme j'ai travaillé avec des experts en sciences de la nature, bien, moi, je me présente à eux, puis c'est un peu ce que je cherchais à me faire comprendre, à me faire dire. C'est-à-dire, je me présente à eux comme quelqu'un qui a l'ingénuité du passant, quelqu'un qui essaie de comprendre les choses dans une perspective beaucoup plus large que celle de ceux qui, au quotidien, sont dans la compréhension fine et pointue du domaine. Donc, par rapport aux animaux, ben, nous avons des animaux de compagnie, nous avons des chiens, des chats. De ce point de vue-là, on peut se demander comment doit-on les traiter? Est-ce que c'est légitime que nous ayons des chiens et des chats? Est-ce que ce n'est pas une façon de se servir d'eux à notre usage très égoïste? Ben voilà, donc ce genre de questions apparemment très naïves, mais dont les portées sont assez profondes tout de même. Les questions, disons, se présentent sous cette, disons, présentation à l'apparence naïve, mais sont assez sérieuses et assez profondes. Et j'ai envie de vous dire, dans votre aussi réflexion, comme vous venez de le dire au début, vous utilisez plusieurs images de la littérature, de la poésie, de réflexion philosophique, de cinématographie. Il y a beaucoup des animaux qui apparaissent, l'âne, le bœuf, cigogne, le taureau, le lapin, girafe, il y a la tortue, il y a plein des animaux pour nous dire que c'est le monde qui nous entoure. Mais j'ai envie de vous demander en ce moment, mais pourquoi notre société, soudainement, a commencé à prêter tellement de l'attention aux animaux? Est-ce que c'était toujours le cas ou quand même notre rapport humain a traversé certaines époques, il y a des changements? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ça? Oui, dans le livre, j'aborde cette question des changements de posture à travers les époques et à travers le concept de pathocentrisme. Pathos en grec, c'est le sentiment, la sensibilité. Et centrisme, c'est dire qu'il y a toujours une préoccupation centrale de voir les choses à travers notre sensibilité. Et ça, c'est une caractéristique qui traverse toutes les époques, mais pas de la même manière. Alors, à travers cette idée de notre rapport à la sensibilité, d'ailleurs, j'ai le goût de vous dire, vous avez commencé en évoquant le fait que ce sont souvent des questions très cérébrales qui font appel à la réflexion, à la rationalité, et c'est vrai. Donc, quand on fait de l'éthique, on cherche évidemment à comprendre avec sa tête ces choses-là, mais l'éthique comme telle, c'est très attaché aux mœurs. Donc, le pathocentrisme, c'est une manière de dire, bien, on est rejoint dans notre sensibilité, et la manière dont on est rejoint dans la sensibilité, ça commande, je dirais, une certaine compréhension qui passe par la raison. Alors, il y a 3 grandes étapes dans la lecture que je fais de changement des sensibilités à travers les âges. Il y a la période
de l'Antiquité classique, la période grecque, où je parle d'un pathocentrisme hiérarchique, c'est-à-dire le fait qu'on va trouver des auteurs comme Plutarque, comme Pythagore, que les gens connaissent, qui étaient végétariens et qui ont écrit de beaux textes disant qu'il fallait avoir un souci de bien prendre soin des animaux, de ces animaux qui nous ont servi pour l'agriculture et ces choses-là. Mais quand on lit ces textes-là, il faut faire attention de ne pas les interpréter à la manière dont on voit les choses aujourd'hui. Je m'explique. Quelqu'un comme Plutarque va dire le souci, la sensibilité à prendre soin des animaux, elle est importante, et elle s'inscrit dans un cadre hiérarchique entre les premières formes d'animalité jusqu'au plus complexe entre le ver de terre et l'être humain. Il y a toute une gradation. Et il inclut là-dedans, même plus tard, le statut des esclaves, qui à cette époque, il les considère comme des êtres humains, certes, mais pas d'égalité avec les hommes libres. Donc, cette sensibilité à l'égard des animaux, elle ne se comprenait pas à cette époque-là comme on va la voir aujourd'hui. Après la période grecque, on a vu apparaître le christianisme, et le christianisme nous a donné une appréciation de ce que j'appelle un pathocentrisme mixte, c'est-à-dire François d'Assise, par exemple, qui représente un peu cette forme de respect des animaux, ben, il va bien nous montrer à quel point c'est important d'être sensible à la condition animale et à l'environnement en général, mais il va quand même considérer qu'au nom de sa religion, du catholicisme, l'être humain est la somme et le sommet de la création, pour prendre son vocabulaire à lui. Donc, il reconnaît aussi la hiérarchie que reconnaissait déjà Plutarque, mais il y a un accent qu'il ajoute, il y a quelque chose de vraiment supplémentaire dans une sensibilité accrue à l'égard des autres animaux, puis aussi des êtres humains aussi. Hein. La fraternité est un concept chrétien, donc il va ajouter une valeur ajoutée à la sensibilité envers le vivant, puis les animaux en particulier. On en arrive aujourd'hui, après la Révolution française et ce qu'on appelle en philosophie la modernité, la révolution moderne, bien là, on va un peu abandonner le côté hiérarchique pour favoriser une conception très égalitaire, où là, il n'y a que la sensibilité qui soit le seul critère de valeur qu'on accorde aux animaux, aux êtres humains. Puis ce qui me fascine dans cette réflexion-là, c'est qu'on en est venu à inverser le rapport hiérarchique précédemment décrit, c'est-à-dire qu'à bien des égards, on a tendance, dans certains milieux, à dire l'animal non humain a plus de dignité que l'animal humain. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls êtres capables de pure cruauté. Alors que la cruauté chez les animaux, c'est quelque chose qui relève de l'instinct. Donc, nous, on a le pouvoir de détruire la nature, et ce pouvoir, comme une lecture qui est souvent faite par les gens, c'est de dire, ben, on a un pouvoir, on s'en sert mal, puis ça nous dévalue à l'égard des autres animaux. Donc, on en arrive à un pathocentrisme égalitaire, puis j'ajouterais exacerbé, et ça devient le lieu d'une question fort intéressante sur notre manière d'envisager pour l'avenir nos rapports avec les animaux. Oui, et envisageant ce rapport avec les animaux un peu de cette manière dans lequel nous vivons dans la modernité, vous amenez devant le lecteur, mais moi je vais amener cela dans notre conversation aujourd'hui, cet exemple où il y a une personne qui est liguée à son chien autour de 48 millions de dollars, et cette personne était en capacité de léguer cet argent. Or, nous comprenons bien, vous, moi et tous les auditeurs et auditrices, que quand ce propriétaire de 48 millions de dollars qui est un chien, il va mourir, lui, il ne pourrait pas forcément léguer cet argent à qui que ce soit, peut-être dans son fort interne, dans sa conscience, dans son cœur, oui, mais au point de vue de relations et la législation, même de l'exprimer ses volontés, c'est peut-être difficilement compréhensible. Ce qui m'amène à vous poser les questions. Avec tout le respect de l'animal et pathocentrisme, la compassion, peut-on parler ou doit-on parler de la différence fondamentale entre le statut de l'animal et le statut de l'être humain? Écoutez, votre exemple dit l'essentiel de la réponse à la question que vous posez, la différence entre l'animal non humain et
l'être humain, c'est au niveau de ce pouvoir que nous avons de légiférer, entre autres choses. Vous l'avez bien dit, le chien ne peut pas être, d'un point de vue juridique, tenu responsable de sa gestion de ses finances. Il ne peut pas effectivement léguer son avoir, il ne peut pas le dépenser non plus. Alors évidemment, on comprend, c'est un bel exemple de pathocentrisme, que la personne qui avait ce chien avait une affection absolument extraordinaire, qu'on peut louer, là. Mais cette affection, je dirais, elle s'est transformée en une hypersensibilité qui est un exemple là, de pathocentrisme exacerbé. Il est obligé, en léguant l'argent, de nommer un tuteur légal qui, lui, va se taper le boulot d'acheter à l'animal une nourriture hors du commun. Mais bon, ça n'atteindra pas 1 million pour le reste de la vie de l'animal. Donc, il y a un paradoxe là-dedans. Puis l'exemple montre bien le paradoxe. Je reviens donc à cette idée que l'être humain, qui serait la somme et le sommet de la nature, en comparant avec les autres animaux, bien, ce critère de pointe-là, il est rattaché au fait que nous avons des devoirs et que les animaux qui sont autour de nous n'ont que des droits et que ben, nous sommes invités à nous comporter honnêtement et dignement dans nos devoirs, ce que les gens ne réussissent pas toujours à faire, avec la conséquence qu'on va avoir tendance à dénigrer l'être humain. Mais ce qui le néglige, c'est en même temps ce qui fait sa qualité, sa force. Après ça, on peut espérer qu'on finisse par apprendre à bien gérer des choses, à bien prendre soin de l'environnement, et puis des animaux aussi. Mais c'est un pouvoir, et ce pouvoir nous démarque des autres animaux. Il n'y aura pas ce chien qui va se retrouver assiégé à la Cour suprême. Ce n'est pas possible. Alors, il y a des droits, et nous devons les honorer, mais il n'a pas de devoir. Donc, c'est un des aspects de cette distinction très fondamentale qui, en tout cas, moi, me répugne à penser qu'il n'y a que l'aptitude à la sensibilité qui soit le seul critère qui fonde la dignité à la fois humaine et animale. Si je vous entends bien, vous dites il faut animer notre monde, il faut prendre soin de notre monde, il faut considérer très sérieusement le monde animal et prendre soin de lui, mais il ne s'agit pas de confondre les rôles ou les statuts. D'où d'ailleurs, il y a une très belle image dans votre livre, c'est où on peut faire la tête d'autruche, on peut faire autruche dans le livre, et donc comme nier cette différence et se perdre dans toutes sortes d'illusions, ou vraiment repérer l'éléphant qui est dans la pièce, qu'il y a cette différence et de l'ignorer. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, en fait, l'image de l'autruche, j'ai utilisé ça dans le livre en fonction des différents rôles dans les comités d'éthique. Mais l'image de l'autruche, vous rendez bien compte de la chose, c'est que même par rapport à l'exemple que vous venez de donner, même dans notre rapport citoyen à l'égard des animaux, ben, ne pas faire l'autruche, c'est sûrement ne pas nier cette différence que nous venons d'évoquer. Et elle est niée très souvent. On le voit dans le journal, à la télé et tout, au nom du pathocentrisme, au nom de tous ces sentiments le dévolu des sentiments à l'égard des animaux. Et ben, ça prend un certain courage désormais, je pense, pour accepter d'y réfléchir et de ne pas laisser la tête dans le sable et puis de relever un peu la tête là, pour dire, ben, écoutez, voici l'état de la question. Et le prof de philo que je suis est très attaché à ça. Je ne demande pas aux gens de penser comme moi, mais je demande à tout le monde d'essayer de bien regarder en face quel est l'état de la question. Et ça fait partie de l'état de la question, de ne pas nier, ou du moins d'essayer de reconnaître ce caractère hiérarchique des choses. Et pour cette image, pour cette élévation de regard, vous avez une autre belle image, c'est avoir le regard de girafe. Un peu élever notre regard, élargir la perspective. Oui. Alors, vous avez évoquer l'autruche et l'éléphant, parce que l'histoire de l'éléphant, c'est que si on fait l'autruche, on ne voit pas l'éléphant dans la pièce. Donc, oui. Mais l'histoire de la girafe, c'est que dans le fond, dans le contexte du comité d'éthique, le coordonnateur du comité a ce devoir de s'élever au-dessus de la mêlée pour mener à bien les débats. Mais si je ramène l'image à notre condition citoyenne, c'est la même chose, de prendre du recul, avoir le courage de faire le bon état de la question,
ben, ça implique de s'élever un peu au-dessus de la mêlée. Et dans le chapitre en question, je dis, attention, il y a toujours deux revers à la médaille. Avoir une posture de girafe, ça peut avoir l'air, on peut donner l'impression d'être collet monté, d'être au-dessus de tout le monde. Alors évidemment, ce n'est pas le but. Souvent, on reproche ça à la philosophie, d'ailleurs, d'être un peu tellement détaché qu'on se présente comme étant au-dessus des autres. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est prendre un peu d'élévation pour mieux comprendre la situation. Puis c'est toujours des situations qui sont très complexes. Alors, il ne faut pas faire l'autruche en niant la complexité. Il ne faut pas avoir un regard hautain, mais accepter de prendre assez d'élévation pour bien comprendre l'étendue de la problématique, toutes les composantes de la chose, en bout de ligne, faire les bons choix, puis générer les bonnes actions à l'égard des autres animaux et de nos semblables aussi. Merci beaucoup, Louis-André. Ce que vous avez dit, on ne peut pas faire la tête d'autruche, ça me fait penser à votre réflexion. On peut avoir la posture d'autruche ou la posture du girafe. Quelle est la meilleure? Écoutez, ce n'est pas en compétition. Expliquez-nous comment ça se fait. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est que la posture de girafe et la posture d'autruche? Il me semble que nous sommes dans la logique des choses aussi de réflexion et comment ça doit être complémentaire. Oui, très bien. La posture d'autruche, bien évidemment, comme je suis un prof de philo, j'ai tendance à dire il y a toujours le risque dans nos rapports avec tout le monde et puis avec de refuser de voir la réalité bien en face. Il faut être lucide. La posture d'autruche, c'est faire l'autruche, comme dit l'expression, c'est parfois d'anticiper de manière très globale que ce que l'on va faire ou ce que l'on fait ne mérite pas d'être fait, mais on fait l'autruche, on fait comme si ça n'existe pas. La posture de girafe, mais ça, c'est un des conseils que je donne, très concret, quand on participe à un comité d'éthique. En santé animale ou en santé humaine, c'est pareil. Parlons peut-être, dans un comité, on doit discerner et prendre une décision. Oui, c'est ça. Et la posture de girafe, c'est simplement de se donner l'occasion de prendre assez de recul pour avoir une vue d'ensemble des enjeux. Alors, pour le citoyen ordinaire, je dirais, ben écoutez, la posture de girafe, c'est mon point de vue de prof de philo, c'est de s'engager à vouloir prendre ce recul face à la vie civique en général. Ce dont on vient de parler sur le statut anthropologique, c'est-à-dire ce qui nous distingue des autres animaux, ben, écoutez, on peut le reconnaître, on peut le refuser. On doit être capable de discerner ce qui convient le mieux dans nos rapports avec nos animaux domestiques, mais avec nos autres concitoyens. Je vous donne un exemple concret d'un chercheur à l'Université McGill qui me racontait à un moment donné qu'il supervisait des thèses de doctorat d'étudiantes et d'étudiantes qui devaient se servir d'animaux pour les recherches. Il n'y avait pas le choix, mais qui, par ailleurs, dans leur vie quotidienne, avaient adopté la posture végane. Et le chercheur disait, ben, écoutez, comment vous composez avec cette espèce de double posture là? Vous faites un peu l'autruche, là, quand vous rentrez chez vous le soir et que vous avez votre chat à vous occuper et tout, et que, dans le fond, vous consentez malgré tout la journée à utiliser des rats pour faire vos recherches et tout. Et ces gens-là, ils répondaient, ben oui, nous nous sentons très doubles, nous nous occupons... nous consentons à utiliser des animaux de laboratoire, puis le soir, ben, on se dit, un jour viendra peut-être où on ne sera pas obligé de faire ça, puis en contrepartie, ben, on s'occupe de nos chiens et de nos chats. Et l'idée, c'est que le professeur leur faisait la remarque, vous savez, il leur disait concrètement, il y a plus d'euthanasie de chats domestiques que d'euthanasie d'animaux de laboratoire. C'était pour les mettre devant le fait de ce que vous demandez de distinguer. Autrement dit, il faisait l'autruche, mais il n'avait pas encore accédé à un regard de girafe. En disant, bien, il faudrait peut-être ne pas avoir de chat du tout, là, si on comprend bien les enjeux qui sont inclus par rapport au bien-être animal, puis par rapport à l'euthanasie, c'est-à-dire comment on va disposer de nos animaux domestiques quand ils sont en fin de vie.
Louis-André, je ne sais pas, est-ce que ma suivante réflexion, qui est aussi une question, va provoquer, parce que l'inquiétude ou l'anxiété pour ceux qui participent à ce webinaire ou ceux qui vont l'écouter. Mais là, vous parlez des chercheurs. Tout le monde entre nous ne coupe pas des rats dans sa cuisine pour les recherches, mais tout le monde d'entre nous va à la pharmacie pour chercher les médicaments, où plusieurs vont chercher tel ou tel produit cosmétique. Or, tout cela aussi se fait grâce ou avec la recherche avec des animaux. Donc, quelle posture un citoyen, appelons ordinaire, doit prendre vis-à-vis de tout cela? Écoutez, je vais dire tout de suite, pour ça, il faut avoir la posture de girafe. Mais votre question est extrêmement pertinente parce qu'en 25 ans, à aller faire des recherches, pas des recherches, pardon, mais d'aller faire des missions autour des animaleries que l'on retrouve dans tous les hôpitaux du Québec, que l'on retrouve dans toutes les universités, mais dont personne n'entend parler. Bien, je dirais, dans le milieu de la recherche, les gens, justement, se questionnent beaucoup. Et pour revenir très concrètement à comment on doit se positionner quand on achète un médicament ou quand on achète une crème pour la peau, ben, il faut savoir qu'à l'intérieur du milieu de la recherche, le bien-être animal est une préoccupation depuis toujours. Et on travaille très ardemment à éliminer le plus possible le recours à l'usage d'animaux pour la recherche. C'est clair là, que depuis le début, si on pouvait ne pas en utiliser, nous n'en utiliserions pas. Mais, et c'est là que la question devient intéressante, bon, écoutez, on peut dire, pour les crèmes pour la peau, là, si on est capable de faire la preuve qu'il y a encore de l'usage d'animaux, peut-être ce serait mieux de ne pas acheter ça. Là. Mais il faut savoir aussi que dans ce monde-là, il y a eu énormément d'avancées de fait et il y a beaucoup de recherches qui se font sans usage de modèles animaux. Ce qui est plus délicat, c'est le médicament. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça nous plonge au cœur de la distinction entre animaux et êtres humains. Mais écoutez, quand vous utilisez une molécule dont la preuve est faite qu'elle soulage des maladies cardiaques potentiellement mortelles, et que pour développer cette molécule, on doit la tester sur des animaux à défaut de le faire autrement, bien là, c'est une vraie question citoyenne pour laquelle moi, j'ai tendance à dire, bien, il faut regarder ça avec assez de recul pour dire, mais quel est l'avantage versus l'inconvénient? Il y a des molécules qui sont extraordinaires et qui prolongent la vie des gens, puis la vie d'une majorité de gens. Bien, à ce moment-là, il faut, pour l'instant, je pense, c'est moi qui parle, faire ce sacrifice de dire il y a la nécessité de confirmer les recherches par l'usage de modèles animaux. Je ne peux pas faire autrement que de m'empêcher de penser à ce qui s'est passé à l'époque des années 60 où on avait développé un médicament qui devait soulager les femmes enceintes et qui a causé la thalidomide, là, qui a causé un nombre impressionnant d'enfants nés handicapés. Parce qu'on n'avait pas pris soin de vérifier le médicament sur une population animale comme on devait le faire, on ne l'a pas fait. Finalement, ça a été les enfants des êtres humains qui ont subi les malformations qu'on a connues. Moi, j'ai tendance à dire le protocole de recherche n'a pas été bien fait. S'il l'avait été, oui, on aurait sans doute malheureusement causé des dommages sur une petite population animale, mais c'est la question, c'est ce qui est au centre de la question, c'est le prêt à payer. Puis plus récemment, et rapidement, pour l'anecdote, avec la question de la COVID-19, il faut savoir que les vaccins à ARN messager qu'on a utilisés et qu'on utilise encore sont issus de la recherche animale. C'est un vétérinaire chez Pfizer. Et puis moi, j'avais déjà suivi ça de loin. Ça faisait déjà une vingtaine d'années qu'on utilisait ce type de vaccin dans la population animale, au grand service des animaux. Puis finalement, on a fait un saut abrupt
Et je dirais fort de l'expérience qu'on avait pour dire, bien, maintenant qu'on est dans le trouble avec une pandémie mondiale, bien, allons-y. Puis de fait, ben, on ne s'est pas trompé, en tout cas du moins à date, il n'y a pas d'effet négatif important. Donc, je pense que c'est au cœur de la préoccupation citoyenne. Il faut avoir le courage de regarder les enjeux, de ne pas sombrer dans un pathocentrisme qui méprise la difficile réflexion qui nous plonge au cœur de notre humanité. Je pense que c'est ce qui est incontournable. Et ce que vous dites, en fait, c'est précisément nous replonge à nouveau dans cette distinction fondamentale entre l'animal et l'être humain, ne pas au détriment de l'un ou de l'autre, mais précisément en complémentarité. Oui. Et je vais vous faire, je dirais, une confidence, mais peut-être ça n'intéresserait ni vous ni personne, mais j'aime beaucoup le chant de Noël entre le bœuf et l'âne gris, sauf que dans votre réflexion, vous troquez un peu cette phrase et vous dites entre le bœuf et l'âme. Alors, on va revenir pour la fin de notre conversation vers cette distinction, vers cette notion que vous avez déjà évoquée de l'antériorité. C'est quoi cette antériorité humaine? C'est quoi le rapport entre le corps et ce qui est l'intérieur, l'âme? Comment ça fonctionne? Je pense que ça peut faire une belle, disons, conclusion pour notre conversation à deux, pour ouvrir par la suite la conversation avec les participants et participantes. Oui, alors écoutez, c'est un petit clin d'œil, effectivement, au chant de Noël auquel vous faites référence. Maintenant, le bœuf et l'âme, je dirais parce que saint Thomas d'Aquin, qui est un de ceux qui a beaucoup réfléchi à cette question de l'âme suite à Aristote, on l'appelait le bœuf muet. Alors, ça, c'est pour l'anecdote. Et l'âme, évidemment, effectivement, et c'est là que vous m'amenez, sur cette caractéristique propre à l'être humain, mais pas seulement. Et la question de l'âme, elle est intéressante parce que Aristote, qui est le premier à avoir traité de la question, disait l'âme, c'est tout simplement le principe du vivant. Et il structurait la place de l'être humain dans l'écosystème, je disais, en disant, bien, quand je disais tout à l'heure, l'être humain, c'est la somme et le sommet du vivant, bien, il disait dans le fond, pourquoi? Parce que, comme les plantes, nous partageons avec elles ce qu'on appelle l'âme végétative. C'est-à-dire, il y a des fonctions en nous qu'on appelle des fonctions végétatives. D'ailleurs, comme l'étal l'indique, comme la croissance, la reproduction, la respiration. Ce sont des fonctions du vivant qui ne sont pas volontaires, heureusement. On n'est pas obligé d'y penser pour respirer, sinon on passerait la journée seulement à faire ça. Alors, il disait, l'être humain partage avec les végétaux des fonctions végétatives, il partage avec les animaux autres que lui les fonctions sensitives, le fait que nous soyons justement doués de sensations, que nous soyons aptes à la souffrance. Et là, après ça, il va dire, bien, entre le ver de terre et le grand singe, bien, il y a comme, ce que je disais tantôt, une espèce de hiérarchie de choses qui nous animent. Et nous, à la fin, au bout du spectre, nous sommes animés par la possibilité d'user de la raison, qui est une forme d'intelligence qui est propre à l'être humain. Puis les Grecs, avec Thomas d'Aquin, disaient c'est pas compliqué, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ça ne veut pas dire que les autres animaux ne sont pas intelligents, pas du tout, mais il s'agit de pointer du doigt ce qui est la caractéristique incontournable de l'espèce humaine. Et là, à ce moment-là, ben, de façon très concrète, on observe la création, la production, de l'artefact. Alors, quand on regarde tout ce qu'on fabrique, prenons simplement, par exemple, à l'époque des temples grecs pour Aristote, ce sont des objets qui ne pourraient pas apparaître dans l'environnement naturel, sinon que par cette activité bien spéciale de l'âme humaine. Puis aujourd'hui, ben, on peut multiplier les exemples en passant par les outils qu'on utilise présentement pour faire un webinaire. Donc, de façon très simple, c'est, je dirais, la marque qui permet à tous, je pense, d'établir cette distinction. Une fois qu'on a dit ça, ben, l'âme, une fois qu'on reconnaît ça, évidemment, on n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais je dirais, ça caractérise l'espace intérieur auquel on faisait référence tout à l'heure, qui, je dirais, doit nous motiver dans l'étonnement de ce qui fait ce que nous sommes. Et je dirais, la manifestation la plus radicale de ça, c'est la capacité que nous avons de refuser quoi que ce soit,
dans nos choix, on choisit beaucoup de choses de manière positive, mais ce qui est assez impressionnant de caractériser ce qu'on appelle le fort intérieur, c'est que l'être humain, c'est la seule bibite qui est capable, dans son intériorité, de fermer toutes les portes à l'égard du monde extérieur, puis même à l'égard de lui-même. On n'aura jamais, dans une existence humaine, on ne sera jamais capable de sonder les profondeurs de notre psyché. Mais c'est une activité qui est propre à nous, là. Et si je ne donne pas ma permission à quoi que ce soit, personne ne peut pénétrer mon fort intérieur. Donc, c'est un des aspects qui est assez fondamental, mais comme prof de philo, je dirais, c'est une des tâches, une des responsabilités qui nous attend, d'essayer de comprendre ce que nous sommes de l'intérieur, puis dans notre intériorité propre, là, parce que c'est de là qu'émane par la suite toute notre façon d'entrer en relation avec le monde. Les animaux sont fragiles, et nous sommes les animaux, nous sommes fragiles. Mais l'être humain est le seul animal qui est capable de concevoir sa vulnérabilité. On n'est pas obligé d'accepter notre fragilité. Il faut poser un geste d'abord réflexif et qui va avoir ensuite des impacts sur notre compréhension de nous-mêmes et sur la compréhension du monde qui nous entoure. C'est une façon très contemporaine de dire, comme Socrate, connais-toi toi-même et à partir de là, le monde peut changer, je pense. Merci beaucoup, Louis-André Richard, pour cette conversation. Alors maintenant, on va vous demander la permission d'un peu pénétrer ou d'ouvrir votre fort interne en répondant aux questions participants et participantes. Marie, la parole est à toi et je reviendrai plus tard. C'est maintenant l'heure de la période des questions. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes enregistré et que visiblement maintenant vous me voyez avec un filtre jaune pour une raison inconnue. En tout cas, mon retour caméra me donne cette impression. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps les écrire. J'ai déjà vu 2 questions qui avaient popé pendant la conversation. Dans l'onglet Q&R, je les lirai en votre nom. Lever la main ne marchera pas parce que pour des raisons de logistique, on ne peut pas vous faire parler, donc surtout, n'hésitez pas, écrivez dans l'onglet Q&R, on va poser vos questions. Les premières questions nous viennent de Sandra Côté, qui demande « On observe chez plusieurs animaux de compagnie des comportements ou des expressions du corps qui semblent refléter des émotions et des signes d'attachement. Est-ce seulement un conditionnement ou une interprétation de notre imaginaire? Par exemple, affection, ennui, excitation liée au bonheur de la rencontre, culpabilité, demande d'attention, etc. » Merci, c'est une question vraiment intéressante et importante. Je dirais, dans le livre, je fais des remarques du genre, les vaches domestiques, qui sont celles qu'on voit gambader dans nos champs, sont des espèces issues des aurochs sauvages qui datent de temps immémoriaux. C'est l'être humain qui a domestiqué des animaux sauvages. Et le cas le plus frappant, c'est le chien. Le chien qui est une espèce dérivée du loup. Et il y a encore aujourd'hui des chiens sauvages, d'ailleurs, si vous voulez. Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça? Bien, les animaux domestiques, évidemment, ils ont leur propre, jusqu'à un certain point, une certaine forme d'intériorité, ce qu'on disait à l'instant. Donc, plus on monte dans la chaîne des animaux qui s'approchent de l'homme, plus les fonctions sont partagées. Mais c'est difficile de délimiter ce qui est le propre de l'animal qui provient de son instinct et l'influence qu'on a eue sur lui par notre proximité avec lui. Le cas du chien est intéressant. Les chiens domestiques, les chiens de compagnie, et puis toutes les races que l'on a créées nous-mêmes, et on crée une proximité. Si je prends l'exemple d'un chat, par exemple, vous allez avoir des chats qui sont de nature beaucoup plus indépendante, mais qui vont développer le goût en fonction de ce qu'on leur donne à manger et qui vont finir par éliminer de leur diète des composantes qui seraient plus naturelles chez eux. Donc, il y a une influence de notre part sur eux. Si on les nourrit au saumon fumé, ben, ils vont finir par aimer ça pour vrai et puis ils n'auront pas tendance à se retourner vers la pâtée pour chat. Bon, c'est un exemple qui montre un peu qu'est-ce qui est au cœur de ça. L'autre aspect que je voudrais développer, c'est comment notre influence est aussi néfaste parfois.
j'ai un ami vétérinaire qui me racontait qu'un jour, il me dit, tu sais, un jour, j'ai reçu une cliente qui est venue avec son chat. Le chat manifestait des signes de diabète. Et le vétérinaire me disait, c'est un exploit, étant donné la physiologie des chats, de provoquer cette maladie qui est une maladie humaine chez le chat. Et la dame, évidemment, elle ne faisait pas ça de façon intentionnelle. Elle disait au vétérinaire, je ne sais pas ce qui se passe, mon chat dort toujours, il a perdu sa vitalité. L'ami vétérinaire disait, il a fallu que je trouve une manière avec beaucoup de tact pour lui dire, écoutez, arrêtez de lui faire bouffer n'importe quoi, parce que vous avez réussi à déjouer la nature, là. Dans le fond, dans ce cas-là, vous avez un chat qui subit les travers de son maître. La madame, elle était assez volumineuse, puis elle avait manifestement un problème de diabète elle-même. Donc, on veut bien faire, là. On veut traiter les animaux comme s'ils étaient identiques à nous. Mais là, vous avez l'exemple de, finalement, un chat, encore une fois, sans aucune malice de la part de la propriétaire, qui va subir des ennuis de santé qui sont projetés par l'être humain qui se retrouve autour des animaux. Fait que c'est une question très délicate et très importante. Mais j'invite simplement, encore une fois, à adopter une attitude où on interroge le rapport qu'on a avec nos animaux. Marie, as-tu une autre question? Oui, excusez-moi, afin que vous ayez plus d'espace sur l'écran, je vais juste vous poser les questions sans allumer ma caméra. Madame Côté donc, nous pose une autre question qui est, dans le christianisme, on retrouve des textes qui nous rappellent que les créatures aspirent aussi au salut. Elle note notamment Romains 8. Que pense Monsieur Richard de cette relation de Dieu avec sa création et implicitement avec ses créatures par rapport à la présence d'un fort intérieur? Oui, c'est très important aussi. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas du tout théologien, je n'ai pas vraiment de compétences. Par contre, je vois cette question-là résurgir et c'est très intéressant. Bon, alors, est-ce que c'est une question de salut? La question, moi, telle que je la vois apparaître dans les discussions, c'est plutôt, y aura-t-il, s'il y a un paradis à la fin de nos jours, là, y aura-t-il des animaux de compagnie? Seront-ils avec nous? C'est une question, je dirais, qui est corrélative à la question de la résurrection. S'il y a résurrection des corps, que nous retrouvons dans un lieu à la fois différent mais semblable d'une autre, est-ce qu'on va devoir est-ce qu'on aura un environnement dans lequel on se retrouve comme être apte à manger, à boire et tout? Bon, enfin, je n'ai pas de réponse à ça, mais la question de la relation aux animaux est dans cette mouvance-là. Bon, moi, parler de salut, j'aurais un peu de misère. C'est-à-dire que pour parler de salut, il faut avoir besoin d'être sauvé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est au cœur des discussions qu'on a eues tout à l'heure. L'anthropologie, et si je ne fais pas de théologie, mais l'anthropologie montre que l'être humain est un être faillible. Nous n'obéissons pas seulement à des instincts. C'est le cas des animaux. On en parlait tantôt avec le cadre juridique. Un animal n'a aucun devoir. Il n'a que des droits. Et c'est à nous d'assumer le meilleur de leurs droits. Mais je ne peux pas faire un procès à un lion qui mange une gazelle. Lui, il répond à son instinct pour se nourrir. Ça peut être très impressionnant de voir comment il y a une violence qui est déployée, mais c'est un peu absurde de penser qu'on va lui tenir rigueur d'avoir obéi à son instinct. Tandis que nous ne fonctionnons pas que par instinct. Alors, on peut faire du mal, on peut le faire sciemment. Et là, la notion de salut apparaît comme étant cohérente. C'est-à-dire, je peux avoir des raisons de dire cette faillibilité qui me concerne, ce pouvoir que j'ai d'agir sur l'autre et sur l'environnement en général, mérite d'être corrigé, peut me mettre dans une situation où je suis la cause d'un mal pour lequel, encore une fois, j'ai besoin d'en prendre conscience, puis j'ai besoin éventuellement qu'on réponde à une injustice, parce que ça, c'est la question de la justice qui est impliquée là. Je suis la cause d'injustice et on réclame de la justice. Alors, pour un croyant, je pense, la question du salut s'inscrit là-dedans. Et évidemment, pour un catholique, la question de la miséricorde montre que
face à Dieu, il est apte à, je dirais, à penser toutes nos injustices, mais ça, c'est une autre question. La question ici, c'est de savoir est-ce que les animaux ont besoin de salut spontanément, encore une fois, sans être théologien, je pense que non. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comme on a tous les devoirs à déployer à leur égard, question qui est une question de théologien de trop haut niveau pour ma petite personne, seront-ils avec nous? Y aura-t-il des pommes dans le paradis céleste? Cette fois-ci, je dirais, j'en sais rien. N'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous en avez. J'ai une dernière question de Madame Côté qui pose vraiment des questions intéressantes depuis tout à l'heure. Je trouve ça génial. Peut-on sortir de notre anthropomorphisme pour comprendre les autres dimensions de la vie animale? Écoutez, on n'a pas le choix d'en sortir. Mais pour en sortir, il faut le reconnaître. Et ça, c'est compliqué. Les exemples que je donnais tantôt, là, de cette dame, par exemple, qui a rendu son chat diabétique, cette pauvre dame, elle n'a pas pris le recul suffisant pour en sortir. Elle a projeté sur son animal ce qu'elle était elle-même. Écoutez, ceci étant dit, ce n'est pas un reproche parce que l'anthropomorphisme, c'est quelque chose qui nous caractérise depuis le début de l'humanité. Et en sortir, c'est un vrai exercice philosophique, là. C'est-à-dire il faut prendre ce recul pour échapper à la tentation constante qu'on a de projeter ce que nous sommes sur ce qui est autour de nous. Parce qu'on le fait avec les végétaux aussi, on le fait avec les personnes, bien entendu. Et j'aurais tendance à dire la tentation de projeter tout ça, lutter contre ça, c'est une lutte de tous les jours. Et je dirais même entre nous, quand on veut offrir un cadeau à quelqu'un, plus on connaît cette personne, plus ça devient difficile d'échapper au danger, d'offrir à l'autre ce que nous voudrions nous-mêmes recevoir. Alors, on fait ça avec les animaux. Dans le monde de la recherche, d'ailleurs, c'est amusant parce que au Conseil canadien de protection des animaux, on fait souvent des appels à tous les chercheurs, pour dire comment on peut faire pour délimiter les zones, par exemple, de souffrance des poissons. Et c'est une question qui n'est pas résolue encore. Est-ce que ça souffre une truite? Oui, mais de quelle manière, jusqu'à quel point, en quoi c'est comparable avec ce que vit un grand mammifère? Nous n'avons pas l'expérience interne d'être un poisson. Alors, on est obligé de fonctionner par des signes externes. Et c'est juste pour dire que les signes sont parfois très trompeurs. Je pense qu'avant d'interdire la pêche, prétexte que nous agissons comme des êtres cruels, il faut se garder une réserve. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est juste pour dire que les spécialistes, là, ils ne s'entendent pas. Là, puis c'est très difficile. Alors moi, je donne ça comme exemple en disant, écoutez, avec nos animaux de compagnie, c'est sûr que c'est difficile parce que avec raison, on s'attache, puis l'attachement vaut la peine. Puis l'autre aspect des choses qui me fascine et qui m'émerveille, c'est de voir à quel point l'animal de compagnie est thérapeutique. Dans les maisons de soins palliatifs, on va amener des chiens et des chats, puis on voit bien l'effet que ça a sur les malades. Ça leur fait du bien. Alors oui, tant mieux. Maintenant, l'affection partagée avec les autres animaux, encore une fois, pour revenir à la question de tantôt, ça participe de ce que nous leur avons transmis et ça participe de ce qu'ils nous transmettent. Mais ce qu'ils nous transmettent, c'est difficile, là, je dirais, de faire un état de la situation qui soit très clair. Alors, moi, je vous dis ici, il faut être prudent, il faut accepter qu'on n'est pas capable là, de tout voir ça, puis il faut être prudent, encore une fois, avec l'idée de dire, qu'est-ce que je projette, moi, là-dedans? Puis, pour revenir à l'exemple que Père Chatov suggérait tantôt, donner une fortune pareille à un chien, écoutez, c'est très questionnable. Il y a des sommes, cette somme, évidemment, pourrait être investie à d'autres fins, au bien-être de l'être humain, puis je dirais même au bien-être des animaux en général, si on plaçait ça autrement. Mais là, ce pauvre chien-là, une fois qu'on lui aura acheté filet mignon à manger à chaque jour, là, étant donné ce que vaut la somme, il ne fera pas la différence, là.
Merci, Monsieur Richard. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a 2 questions qui viennent d'être posées et un commentaire. Donc, je vous propose qu'on réponde à ces 2 questions. Et après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Je vais vous le donner à la fin de la rencontre et je les transmettrai à Monsieur Richard si j'ai pas le temps de, si vos questions n'ont pas eu le temps d'être posées. Pendant la réunion. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire, Monsieur Richard, que Denise Janel vous remercie vraiment beaucoup pour cette séance. Elle est vraiment contente de s'être inscrite à ce webinaire si informatif, excusez-moi, inspirant et rassurant. Et elle dit qu'elle vous remercie parce qu'elle va pouvoir parler de ce sujet tellement mieux maintenant et qu'elle lira plus intelligemment sur la question et elle vous félicite. D'ailleurs, Gisèle Caron vous dit bravo aussi pour cette réflexion indispensable dans notre monde et elle ajoute que vous le faites avec un respect et un humanisme qui nous fait avancer. Je vous propose de vous poser la première question que j'ai des 2 questions. La première nous vient de Sophie Brouillet. Dans la ligne de ce que vous dites, sait-on si l'aptitude à souffrir augmente quand on monte dans la hiérarchie de la complexité animale? Par exemple, est-ce moins cruel d'écraser un insecte qui s'est immiscé dans une maison que de tuer un veau? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est une conséquence nécessaire de la reconnaissance de la hiérarchie dont parle Aristote et que j'évoquais tout à l'heure, bien sûr. D'ailleurs, quand on va à la pêche, on va utiliser souvent des vers de terre. Alors, quand vous utilisez un ver de terre à la pêche, pardon pour les âmes sensibles, mais souvent, les gens vont couper le ver en 2. Puis, alors, une fois que l'animal est sectionné, ben, il va se tortiller, mais les 2 parties conservent leur vitalité. Alors, il faut savoir que pour le cas du ver de terre, il n'y a pas de cerveau. Vous avez ce qu'on appelle des nœuds cérébrospinaux, des petits points tout le long de l'organisme. Vous coupez en 2 points dans le fond. Et là, écoutez, c'est sûr que l'animal se tortille, mais je pense que ce n'est pas du tout comparable, encore une fois, avec ce qu'il va éprouver un veau, évidemment, qui lui a un système complet qui est très proche du nôtre. Alors là, oui, la douleur est assez proche, là, est assez semblable. Voilà, donc oui, plus on monte dans la hiérarchie, on a raison de dire, plus la sensibilité à la douleur augmente. Là, ça, c'est certain. Cependant, ce qui est intéressant aussi, quand je parlais du lion puis de la gazelle tantôt, c'est que on le voit aussi chez les êtres humains, quand on subit une blessure grave, là, mettons avec un couteau, vous remarquerez qu'il y a quand même un délai assez long entre la blessure que l'on observe et l'arrivée de la douleur. Parce que nos endorphines projettent ce qu'il faut et ça prend quelques secondes, même plusieurs secondes parfois, avant que on est très impressionné par la blessure, mais on commence à avoir mal. Alors, dans le règne animal, c'est pareil. Quand le lion bouffe la gazelle, notre pauvre gazelle, là, généralement, elle n'a pas le temps d'avoir mal. Comme on le sait, à cause de cette histoire de l'endorphine. Le prédateur va agir de façon très rapide, va attaquer les jugulaires, ça saigne de partout, mais en vérité, l'animal meurt avant d'avoir vraiment mal. Donc, oui, la sensibilité augmente, mais en même temps, il faut savoir que naturellement parlant, ben, la nature contribue à diminuer la douleur. Ça fait mal plus longtemps quand on ne fait pas ce qu'il faut pour endiguer nos blessures à nous, là. Pour la dernière question, vous parliez tout à l'heure des bienfaits des animaux aux soins palliatifs et Madame Pénélope Olive pose la question suivante. Une personne qui aime beaucoup son chat ou son chien comme un membre de sa famille presque ou un meilleur ami, est-ce que c'est hors de balance cette relation ou est-ce qu'on peut voir ça dans le cadre de l'animal qui rend service pour le bien-être de la personne? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est une évidence quand on côtoie les maisons de soins qu'il y a un vrai bénéfice, qu'il y a une vraie relation qui se crée entre un maître et son animal de compagnie. Alors, attention au vocabulaire que j'utilise, hein? Un maître et son animal de compagnie, parce qu'il n'y a pas égalité. Cependant, l'affection partagée est bien réelle et puis les bénéfices sont tout aussi réels. Alors moi, je suis de ceux qui vont dire qu'on doit encourager de toutes les façons possibles ce genre de situation. Ça fait du bien. Et je vais me permettre d'ajouter quelque chose qui va jeter un pavé dans la mare. Vous savez, à bien des égards, on commence à voir le même genre
de bénéfices avec des robots. Et là, il y a une autre question qui se pose. Les robots qui imitent assez bien la présence humaine ou la présence animale, avec l'intelligence artificielle qui progresse à une vitesse grand V, bien, encore une fois, on commence à voir que ça a une incidence. Bon, écoutez, pour l'instant, on va dire, ça ne peut jamais être comparé d'une façon tout à fait aussi bénéfique avec un animal de compagnie, mais quand même. Même on voit ça aussi dans les maisons de soins de longue durée, même les peluches. Quand quelqu'un entre en démence, tranquillement, certaines personnes vont lier un lien affectif avec une peluche qui est vraiment thérapeutique. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est équivalent, mais c'est intéressant de voir que quand on aura des robots humanoïdes qui seront imiter les comportements humains, la question, ça va être de savoir jusqu'à quel point c'est interchangeable. Peut-être pas du tout, peut-être jusqu'à un certain point. En tout cas, je dis ça un peu comme une question à la fin de notre rencontre. Marie, avant que tu nous fasses les conclusions de cette rencontre, j'aimerais bien remercier Louis-André pour cette conversation passionnante et aussi pour dire, selon vos propres mots, Louis-André, j'espère que nous avons dévoilé un peu un éléphant de relation entre l'homme et l'animal, plutôt que nous avons créé une chimère. Bon, pour ceux qui nous écoutent, vous devrez et vous allez comprendre cela si vous lisez le livre. En tout cas, je conseille aussi à participants et participantes et ceux qui nous écouteront en différé, vraiment, peut-être lire le livre de Louis-André Richard parce qu'il y a plein d'autres exemples, plein d'autres réflexions. Et merci pour cette rencontre vraiment passionnante. Et pour ma part, merci beaucoup pour la lecture de votre réflexion. Merci à vous. Merci d'avoir lu, parce qu'on voit bien que vous l'avez lu, là, ce livre-là. Mais j'espère vraiment, on n'écrit pas des livres comme ça pour faire des sous, là, c'est pas le but. Mais c'est pour donner une occasion d'approfondir la réflexion. Alors, c'est ce que j'appelle de mes vœux. Faisant suite aux vôtres. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Richard. Juste avant de conclure, un dernier message de la part de Carole qui vous remercie pour votre simplicité et vous félicite pour cette séance très intéressante. Malheureusement, comme je le disais, notre séance tire à sa fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer vos questions par courriel, comme je le disais un peu plus tôt, et je les transmettrai aux intervenants. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier une dernière fois Louis-André Richard d'avoir accepté de discuter de ce sujet passionnant. C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contacté avec le courriel auquel il s'est inscrit au webinaire pour qu'il puisse nous transmettre, pour que cette personne puisse nous transmettre l'adresse à laquelle il veut recevoir Amis des Hommes. Alors, le gagnant c'est une gagnante et il s'agit de Gisèle Caron. Félicitations, je vais essayer de vous écrire dans la journée ou au plus tard demain. Je vous contacterai avec l'adresse à laquelle vous êtes inscrite à ce webinaire. Donc, si c'est une adresse que vous n'utilisez pas tous les jours, checkez parce que vous allez recevoir un cadeau. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est dans la boîte de QNR avec toutes les informations concernant le code promotionnel pour les autres participants, ainsi que le numéro de téléphone de notre service à la clientèle si vous voulez commander le livre avec ce code par téléphone. Et ceux qui habitent Québec, n'hésitez pas à venir à la librairie du Montmartre pour acheter le livre et à repartir avec. Absolument. Et vous pouvez aussi, si vous êtes à Montréal, venir nous voir, nous, à Bertrand-Fouché-Bélanger directement également. Donc, je vous rappelle que ce rabais sur le livre Amis des Hommes est de 25%. Et donc, vous pouvez l'avoir avec le code promo par téléphone, sur Internet ou directement à la boutique Bertrand-Fouché-Bélanger et au Montmartre. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le noter ou de le copier-coller maintenant, ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir. Et vous avez jusqu'au 2 octobre inclusivement pour en profiter.
Vous allez recevoir d'ici peu un courriel contenant toutes les informations ainsi que la possibilité de revisionner le webinaire. Cette vidéo n'est pas encore éditée, mais vous pouvez sans souci la regarder. Cependant, cette version n'est pas diffusable ou téléchargeable. Nous en déposerons une version finalisée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Vous pourrez la diffuser autour de vous à ce moment-là. Finalement, merci à vous toutes et tous les participants de ce webinaire. J'espère que vous nous avez apprécié et que vous continuerez à écouter ces discussions passionnantes. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous tous.